Arnaud Delagrange, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, journaliste, correspondant à Londres pour Le Figaro et passionné par la mer que vous avez mis à l'honneur dans notamment La légende des mers et dans La promesse du large, roman couronné par le prix des écrivains de marine et le prix Encre Marine. Vous êtes d'ailleurs écrivain de marine. Il y a une scène au début de ce roman tout à fait saisissante. Vous décrivez une tempête en mer dont vous êtes le témoin, puis le lecteur comprend que vous décrivez en fait un tableau de Turner et qui s'appelle Le naufrage. Qu'est-ce que l'art peut apporter à la compréhension du monde? Bien, en fait, là, je fais référence à ce fameux syndrome de Stendhal qui, en fait, fait que certaines personnes, parfois, devant une œuvre d'art, peuvent être prises d'une immense émotion qui peut aller jusqu'au vertige, à l'évanouissement. Et je pense que ce qui m'intéressait là, c'est vrai que j'ai joué un peu sur le fait qu'on a l'impression, voilà, au début que c'est une scène réelle, alors qu'en fait c'est une œuvre d'art. Mais il me semble que l'art, certainement par sa portée plus universelle, par sa portée, touche à d'autres ressorts que ceux que, par exemple, des images, je veux dire, réelles donneraient. Par exemple, oui, je pense que il y a forcément dans l'œuvre d'art, on touche au cœur, au ventre, de manière beaucoup plus intense, à mon avis, que par qu'encore une fois qu'une photographie peut le faire, même si une photographie peut aussi être une œuvre d'art. En tout cas, ça m'intéressait, mais ça peut être le cas aussi pour la musique. Après tout, ça peut être le cas pour autre chose. Mais voilà, ça m'intéressait que la prise de conscience de mon personnage passe par l'art. En mer, on se coupe des siens, des responsabilités du quotidien, on est protégé du regard des autres surtout. On est loin de la terre où tout continue, peut-être d'ailleurs sans nous. Cependant, il faut toujours revenir, en tout cas physiquement. Mais le retour d'exil est-il véritablement possible? C'est vrai qu'en fait, en mer, mais ça peut être aussi le cas dans d'autres situations, quand on prend le large d'une certaine manière, ou quand il y a une forme de fuite, évidemment, et je pense euh, au mot de Sylvain Tesson, courage fuyons, c'est-à-dire lui, il dit qu'il y a finalement un certain courage à fuir, parce qu'en fait, mais c'est vrai qu'en mer, c'est ce qui m'intéresse, on est dans une forme de dépouillement, on laisse ses bagages à terre. Alors à la fois c'est bien, mais il y a peut-être aussi parfois une forme de lâcheté, en tout cas parfois aussi une forme d'illusion, parce que les problèmes que l'on a laissés, on les retrouvera en revenant. Mais je pense que est-ce qu'on en revient? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut espérer, c'est que en prenant le large, on aborde ces terres intérieures, cette patrie intérieure si chère à Saint-Exupéry, qu'on peut trouver dans le désert ou qu'on peut trouver dans d'autres formes d'évasion ou d'action. Et donc voilà, je pense que peu importe à la limite quel sera le retour à Ithaque, ce qui sera ou ce qui ne sera pas, en fait, l'important, c'est au moins d'avoir abordé un peu de ces terres intérieures. Voilà, et c'est un moyen, mais encore une fois, il y en a d'autres. Vous écrivez à chacun son océan, qu'importe le refuge pourvu qu'il accueille le silence. Est-ce là votre définition du bonheur? S'extraire du monde d'une certaine manière, oui, me semble quand même une des clés, en tout cas du bonheur, en tout cas de la paix intérieure. Et, euh, et voilà, on est quand même dans un peu agité, avec un bruit ambiant qui nous empêche souvent quand même de discerner l'essentiel de l'accessoire, qui empêche aussi les voix nuancées de s'exprimer parce que la nuance fait moins de bruit que l'excès, c'est bien connu. Donc c'est vrai que pour toutes ces raisons, je pense que le silence, mais ça peut être aussi ça peut être le silence des églises, ça peut être le silence du désert, le silence des montagnes, le silence des forêts. À chacun son lieu juste. Mais en tout cas, pour moi, c'est la mer. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un côté, pour moi en tout cas, totalement salutaire, salvateur et indispensable. C'est sortir du courant du monde et permettre en fait à d'autres voix, enfin pouvoir enfin écouter d'autres voix, que ça soit la sienne d'ailleurs, encore une fois sa voix intérieure, que celle d'autres qui nous parviennent et qui, si on restait encore une fois dans le courant principal, eh bien ne nous parviendrait pas parce qu'elle serait étouffée par le reste.
Qu'est-ce que ça vous apporte de naviguer concrètement? Alors, la navigation, en tout cas la navigation à la voile que j'aime, et je prétends pas du tout être grand marin, mais ce que j'aime beaucoup en fait, bon, il y a d'une part cette poésie du large qui est évidente, même si encore une fois, il faut pas être trop non plus avoir une image trop romantique. La mer est aussi extrêmement compliquée et ceux qui y travaillent, les pêcheurs, les marins de commerce, etc., savent que la mer peut être très rude. Il faut pas l'idéaliser. En tout cas, je pense qu'à certains moments, il faut être vraiment le plus épais des hommes pour ne pas rêver et être atteint par une certaine poésie quand on se retrouve à contempler une aube en mer, par exemple. Mais pour moi, ce qui est très intéressant aussi, comme j'ai une propension à fuir les choses de manière quelquefois un peu pathologique, enfin et à procrastiner, ce que j'aime beaucoup en mer, c'est que à la voile, c'est qu'encore une fois, il y a une inclination vers le rêve et en même temps vers le concret. Parce que il faut agir, il faut faire les choses. Et en mer, si vous ne prenez pas des décisions assez rapidement, si vous ne réduisez pas, par exemple, la toile, si vous ne changez pas de cap, si vous, voilà, vous pouvez le payer assez chèrement. Et donc moi, je m'amuse à dire dans le roman que c'est un peu l'alliance du rêve et de la manivelle. La manivelle, c'est la manivelle de winch qu'on tourne, par exemple, pour border une voile ou je ne sais quoi. Et donc, voilà, j'aime bien ce côté-là, c'est qu'en fait, la navigation, la mer vous tend un miroir. Vous n'êtes pas plus que vous êtes, mais pas moins non plus. Et je trouve que, encore une fois, c'est une épreuve de vérité. Tabarly, que j'aime beaucoup, disait que la mer ne convient pas aux imposteurs. Il disait dans des tas d'activités humaines, on peut bluffer. En mer, on ne peut pas. On sait ou on ne sait pas. On fait ou on ne fait pas. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et surtout quand on est une personnalité, encore une fois, comme la mienne, qui a un peu tendance à fuir les choses ou à éluder ou sursoir, et ben c'est une belle école. En naviguant, le narrateur comprend que les blessures, les failles ne sont pas des faiblesses honteuses, mais qu'elles sont, écrivez-vous, autant d'ouvertures par lesquelles la grâce peut entrer. Doit-on avoir souffert pour savoir admirer la beauté et se sentir vivant? Je pense que les gens qui n'ont pas souffert, d'abord il y en a peu. Je vois pas je pense que malheureusement ou heureusement d'une certaine manière, on a tous nos épreuves parce que c'est par elles qu'on se construit souvent. Je pense que les échecs évidemment sont aussi formateurs que les succès, et même peut-être plus parfois. C'est pas pour ça qu'il faut se complaire dans le malheur ou dans le donc c'est pas du tout ça le sujet. Et il y a des épreuves qui sont absolument intolérables et bien sûr et des malheurs dont on ne revient pas. Mais oui, je pense que c'est comme une montagne sans crevasse où je pense qu'un homme ou une femme a besoin de failles pour que les choses entrent en eux. C'est évident. Alors après, c'est une question de mesure tout ça parce qu'on peut évidemment être blessé à mort, mais je pense que les petites blessures. Alors il y a aussi d'ailleurs un art de la blessure. Enfin les Japonais parlent c'est le kitsugi, je crois, le kitsugi, le fait que d'ailleurs il ne s'agit pas du tout de gommer les blessures. Au contraire, il faut les sublimer et leur rendre leur beauté. Voilà. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de cultiver le malheur, mais oui, je crois que je suis très mauvais en citation, mais je sais plus si c'est Georges Bataille qui disait un homme qui n'a pas souffert ne m'intéresse pas. Enfin, oui, c'est certainement une des conditions. La grâce, je pense, inonde encore plus ceux qui ont été dans l'ombre. Ça me semble, oui, ça me semble une évidence. Alors, je vous cite, puisque tout était condamné à finir, autant ne rien bâtir. En anticipant le malheur à venir, je me privais du bonheur présent. Puis la révélation se fait jour. Vous écrivez encore, je n'avais plus peur de vivre. N'y a-t-il pas dans la mer une dimension presque mystique? Oui, alors d'ailleurs, une dimension mystique certainement. Mais ce qui est assez curieux d'ailleurs, quelqu'un me faisait la réflexion il n'y a pas longtemps, c'est que la mer est très peu présente dans la Bible. Et pourtant, elle a une dimension sacrée très importante. Euh, alors, c'est vrai qu'il y a
il y a cette dimension particulière de la mer. La question, c'était sur le... S'il n'y a pas une dimension presque mystique dans la mer, justement, parce que ça apprend à dépasser ses peurs Alors, pour aller vers quelque chose de presque un peu en tout cas, il y a une éternel. dimension rédemptrice. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Personnellement, j'ai eu un très grave accident quand j'ai eu 18 ans. J'ai failli ne pas marcher. J'ai dû apprendre à marcher. Tout a été compliqué. Et en fait, c'est en achetant un bateau et en naviguant et par la mer que je me suis, disons, rééquilibré et que j'ai repris goût à beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que je voulais écrire une histoire où il y a cette rédemption. La mer est pour moi la grande consolatrice. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, elle est importante. Et c'est vrai que dans ce roman, dans mon personnage, c'est un thème d'ailleurs que j'explore, qui est mille fois exploité par ailleurs en littérature. C'est le fait que si on regarde pas son passé ou si on regarde pas ses blessures et si on les affronte pas, eh bien, on aura beaucoup de mal à avancer dans la vie. Et là, la mère aide mon personnage à cela. Et en ce sens, oui, je pense qu'elle peut vraiment aider. Mais encore une fois, c'est un moyen parmi tant d'autres, mais je pense que la mère a ce côté-là. Oui, elle peut offrir aux pécheurs et aux âmes blessées, elle peut offrir beaucoup de consolation. Quel est pour vous le comble de la misère? Eh bien, se sentir miséreux quand on a finalement quand même beaucoup de chance. Le son, le bruit que vous préférez? Peut-être le bruit d'une drisse qui claque contre un mât. Quand j'étais étudiant, par exemple, j'étais à Paris, je souffrais d'être loin de la mer, et donc j'habitais près de l'UNESCO, dans le 7e, et là, il y a tous les mâts avec les drapeaux des différents pays, et de temps en temps, quand il y avait du vent, j'allais m'asseoir sur un banc à côté de l'école militaire, là, je fermais les yeux, et j'entendais les drisses des drapeaux claquer contre les mâts en plein Paris, et je me disais, ça y est, je suis dans un port, et voilà, ce son était pour moi une évocation et me transportait. Votre devise? Bienheureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Merci beaucoup, Arnaud Delagrange. Merci.